Salut à vous les amis de la terreur. 518 personnes disparaissent en 1930 et on va les retrouver dans un univers parallèle. On ne sait pas grand-chose sur le mystérieux Fish Griffith, sinon qu'il était un scientifique de renommée, un physicien, et aussi un piètre chanteur de blues. C'est lui qui aurait emporté les disparus lors d'un congrès scientifique, en leur faisant écouter un disque, un 78 tours. Pourquoi ? Tout simplement pour les manger, parce que ce cher monsieur Griffith était aussi cannibale. On y va dans cet univers parallèle, maintenant. Et vous allez voir que la frontière entre la science, la magie et l'horreur est très mince. Bon voyage et bon courage. Alors, 78 tours est un remix d'une histoire qui était parue en 2 parties au mois de février sur la chaîne et qui se retrouve ici donc en version intégrale. J'espère que ça vous plaira. Qui est ce psychopathe ? À la lueur du feu à l'âtre au fond de l'immense salon luxueux, l'homme accroupi tourne son visage maculé de sang vers moi. Il est nu. Ses mains sont plongées dans la cage thoracique d'un cadavre écartelé. Des lambeaux de viscères dégoulinent de sa bouche, sur laquelle apparaît un ignoble rictus. Ses yeux injectés de sang annoncent un assaut imminent. Je recule, lentement. D'un geste brusque, il extirpe ses mains de la masse gluante et bondit dans ma direction. Ses doigts visqueux tentent de m'agripper. J'exécute une roulade sur le tapis rouge. Moi aussi je suis nu, mais n'allez pas tirer de conclusion hâtive. Bienvenue. Si par malheur, au détour d'une brocante, vous tombez sur ce 78 tours de blues, surtout ne l'achetez pas. Vous risqueriez de plonger dans le cerveau labyrinthique d'un monstre et dans ses griffes. En août 1938, dans le Mississippi, l'un des plus célèbres pionniers du blues mourait à l'âge de 27 ans. Robert Leroy Johnson, dit Robert Johnson. La légende prétend que Johnson aurait conclu un pacte avec le diable pour connaître l'inspiration. Quelques accords de guitare qui allaient lui offrir la gloire et la postérité. L'histoire de Robert Johnson est très connue. Mais plus loin de nos mémoires, un homme, ou plutôt devrais-je dire, un démon, un assassin, allait réitérer en secret un contrat odieux avec les ténèbres pour gagner l'immortalité. Pourtant, qui parle encore de Fish Griffith, le physicien cannibale ? Qui peut se souvenir de la mystérieuse disparition de 518 personnes lors d'un congrès scientifique en septembre 1938 à Zurich ? On ne retrouva que les vêtements des convives, alors que la salle vide paraissait n'avoir jamais été fréquentée. Tout ce beau monde avait disparu sans laisser d'autres traces que leurs costumes. L'événement semble avoir été effacé des esprits comme par magie. Mais est-ce bien seulement de magie dont il s'agit ? Tout a commencé l'an dernier, après la disparition de mon père. Rien ne laisse supposer qu'il soit mort, mais nous n'avons plus de nouvelles de lui. Mon père passait ses journées, et parfois une partie de la nuit, dans ce qu'il appelait son antre de création. Un petit atelier à l'étage, dédié à l'écriture de ses articles au magazine Rock and Folk, et aussi pour le tournage de ses contenus pour les réseaux sociaux. Le jour où il a disparu, il s'y trouvait. Personne n'a compris. Ma mère a été inquiétée, pressée de questions par les flics. Elle n'avait trouvé que les habits portés par mon père ce jour-là sur le sol de l'atelier. Aucune trace de lutte, pas de sang, pas de fenêtre ouverte. Mon père s'était littéralement volatilisé. Quand ma mère et moi furent mis hors de cause, la théorie la plus plausible, selon les policiers, consistait en une fugue ou une fuite. Vous savez, on a vu fréquemment des personnes tout plaquées sur un coup de tête, qui partent comme ça sans prévenir, discrètement, pour une raison ou pour une autre.
On va diffuser un avis de recherche. Gardez espoir, parfois ils reviennent au bercail. Au bout d'un an, mon père n'était toujours pas revenu. Et il n'avait pourtant aucune raison de vouloir tout plaquer, je veux dire. Aucune raison apparente. Son travail le passionnait, et même s'il est un peu rock'n'roll, sa relation avec ma mère était stable et même heureuse d'après ce que j'en sais. Non, il y avait forcément une autre explication. Pour ne pas laisser ma mère en peine dans sa maison désertée, je vins m'installer auprès d'elle pour quelques mois. La vie ici avait suspendu son cours. Moi, je continuais mon train-train à la caserne militaire. Je suis lieutenant au régiment des Aigles de Mornombeux. L'atelier de mon père consistait en une spacieuse mansarde. Je m'y rendais tous les jours, passant mon temps libre à chercher des indices qui auraient pu échapper à la police. Une odeur d'encens vieilli se mélangeait à des relents de tabac froid. Le cendrier plein de mégots, à côté de l'ordinateur, n'avait pas été vidé. Sa collection de disques vinyles s'alignait sur plusieurs étages comme une foule dans des gradins, tout autour de la pièce. Combien pouvait-il en posséder ? 3000 ? 5000 ? Impossible à dire tant il y en avait. Dans tous les styles. Mon père aimait se vanter que certains tirages originaux valaient maintenant bien plus que son salaire annuel à la rédaction. Mais les vendre, non, ça, jamais. J'avais ausculté la mansarde jusque dans ses moindres recoins, sans trouver de passage secret, de porte dérobée ou autre mur creux. Il serait sorti par un Velux après s'être dessapé ? Ça n'a aucun sens. Nos questions ne trouvaient pas d'explication rationnelle. Et puis la semaine dernière, j'ai eu comme une intuition, en essayant pour la énième fois de reconstituer les dernières heures précédant sa disparition. Quand ma mère avait trouvé la pièce vide, l'ampli de la chaîne hi-fi était allumé. Mon père avait vraisemblablement écouté de la musique ce jour-là. Le disque poussiéreux dormait toujours sur la platine. Le fait qu'il ait écouté un album n'était qu'un détail. Je n'y avais jusqu'alors pas prêté une réelle attention. Mais c'était le détail qui manquait à ma reconstitution des faits. Car finalement, ce disque avait tout pour être intrigant. Déjà, son poids. J'ai soufflé la poussière et l'ai retourné entre mes mains. Non seulement il était lourd, mais la matière dont il était constitué semblait fragile. Beaucoup moins souple qu'un vinyle classique. Une seule de ses faces était imprimée et il ne comportait qu'une étiquette blanche, en son centre, ornée de 3 chiffres. 003. Apparemment, je tenais là un disque 78 tours en gomme laque, une matière obtenue avec la résine produite par une espèce de punaise d'Asie du Sud-Est. On y mélangeait de l'ardoise en poudre, ce qui expliquait probablement son poids. Mais était-ce là l'important ? Non, ce qui importait était sans doute le contenu de cet enregistrement, même si la matière m'aiguillait sur son époque de fabrication, entre 1900 et 1950. Le macaron blanc avec son chiffre indiquait que le produit était probablement un press-test, le premier exemplaire sorti des presses, servant à en valider la qualité. Je replaçai le disque sur la platine. Elle était réglée sur 78 tours et mon père avait appliqué un adaptateur à la tête de lecture. Je déposai l'aiguille sur le plateau tournant. Puis je m'assis dans le fauteuil que mon père aimait tant. Je me sentis tout à coup enveloppé par une étrange vague cotonneuse. Une vibration se mit à sourdre des murs, du sol et du plafond. Elle s'amplifia. À la manière d'une balançoire, le bourdonnement entrait dans mon crâne et en ressortait, avec de plus en plus d'intensité. Et puis j'eus l'impression soudaine de basculer. Mon corps ne bougeait pas, mais le sol se trouvait à présent au-dessus de ma tête. La mansarde se mit à tournoyer et bientôt, le décor sembla s'effacer. Les étagères, la chaîne hi-fi, l'ordinateur, le fauteuil, mes vêtements, tout s'estompait comme une image sous la gomme de Photoshop, laissant apparaître en dessous un nouveau calque au contour flou. Tandis qu'une brume noire embuait ma vue, mes chairs et mes muscles se liquéfièrent et je tentais d'hurler sans succès. Face à moi, écartant les ténèbres, une brèche s'ouvrit soudainement en une gueule immense.
Je fus englouti comme un liquide dans une paille, et la nuit se referma sur moi. Je repris conscience dans un lieu rance et sombre. Ça ressemblait à un hall d'accueil de palace, mais la lumière des lustres était pisseuse et les structures tombaient en ruine. Les marbres étaient fissurés, les boiseries rongées, les marches d'escalier disloquées. Je gisais nu sur le damier froid d'un carrelage sale et poisseux. Un tapis rouge courait jusqu'au comptoir de la réception, derrière lequel se tenait un groom, souriant. Incrédule, je me pinçai et ressentis mon corps. Non, je n'étais pas en train de rêver. Je me levai et allai à la rencontre du réceptionniste, les mains en croix devant mon entrejambe. Bonsoir, monsieur. Que monsieur se sente ici chez lui. Pardon, mais qu'est-ce que je fous ici? Comment j'ai pu... Je comprends le désarroi de monsieur, mais croyez bien que si je peux faire quoi que ce soit pour vous être agréable, je me plierai en 4 pour exaucer vos souhaits. Eh bien, je voudrais sortir d'ici. Je crains que ce ne soit pas possible, monsieur. Non mais bordel, y a personne ici pour m'expliquer ce qui se passe? Oh, vous n'êtes pas seul, monsieur. Ici, vous ne serez plus jamais seul. Dites-moi au moins où je me trouve. Monsieur pense-t-il que l'endroit est réellement important? Je suggérerais à monsieur d'oublier ici les pourquoi, les comment, les où et les quand. Que monsieur profite simplement de l'éternité, sans se soucier d'autre chose. Vous êtes ici, chez vous. Oh mais, voilà que j'y pense, j'ai affaire à l'étage. Que monsieur m'excuse, je dois le laisser, mais je reviendrai. Vous ne serez plus jamais seul. Là-dessus, le groom s'évapora et me laissa sans réponse. D'un regard circulaire, je constatai l'absence de la moindre issue. Certaines portes que j'avais aperçues disparaissaient pour apparaître ailleurs. Les objets changeaient de place comme télétransportés. Le décor ondulait légèrement, comme une toile sous la brise. Tout paraissait n'être qu'illusion et pourtant, je le vivais pleinement. Il fallait trouver quelqu'un à tout prix, qu'on m'explique. Les sens aux aguets, je pris un couloir à droite du guichet. Dans la pénombre, j'ouvris la première porte qui se présenta. C'est à ce moment que je suis arrivé dans le luxueux salon où me voilà aux prises avec l'espèce de psychopathe cannibale qui tente de me bouffer. Je suis parvenu à l'esquiver, mais il revient à la charge. Ce visage, je le reconnais tout à coup, sous son masque de sang. C'est le groom. Même si je n'ai pas du tout l'impression d'avoir affaire à la même personne. Il fonce sur moi. Je me faufile sous la longue table au milieu d'une forêt de pieds de chaise pour atteindre à l'autre bout une porte. Je me précipite hors du salon, la porte claque dans mon dos. Et me voilà dans un long corridor d'une étroitesse claustrophobique. Qu'est-ce que je fous là, bordel? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ça descend en oblique, les murs parés d'une tapisserie au motif psychédélique se contorsionnent autour de moi. Une voix surgit de nulle part, ou plutôt de partout à la fois. Je te vois, elle te voit. Ah oui, je te vois. Oh bordel! Je me mets à courir, le sol distordu tangue sous mes pieds nus. Le couloir s'agite comme un navire dans la tourmente. J'ignore les portes à ma droite et à ma gauche pour foncer droit devant. J'arrive en haut d'un escalier en colimaçon. Il semble interminable et s'enfonce dans les entrailles noires de l'inconnu. À mes trousses, le psychopathe cannibale arpente maintenant le corridor. Il s'approche à la vitesse d'une tornade. Je m'élance dans l'escalier, la peur au ventre. Je dévale précipitamment les marches froides dans la spirale qui paraît n'avoir pas de fin. Le psychopathe passe son visage ensanglanté par la rambarde. Sa voix résonne au-dessus de moi. Continuant à m'enfoncer dans l'obscurité, ma vue distingue des formes et des ombres qui ne cessent de se modifier. Un souffle chaud me parvient du dessous. Au bout d'une éternité, mon pied foule enfin un sol en pierre. Le cinglé ne m'a visiblement pas suivi. J'ai atterri dans une immense catacombe. Devant moi s'ouvre une voie balisée de candélabres et jonchée d'ossements. Au bout, je distingue 2 battants métalliques percés d'un hublot.
Je perçois de la lumière et des bruits, des objets qui s'entrechoquent. Une appétissante odeur flotte dans l'air. Des gens semblent s'affairer derrière la double porte. L'angoisse au ventre, je m'en approche. Je jette un coup d'œil par l'un des hublots. L'incongruité de ce que je vois me ramène à l'idée que je dois être en train de cauchemarder. Une demi-douzaine de cuisiniers s'agitent autour d'énormes gazinières. On manipule des casseroles, on verse, on découpe, on touille, on goûte, on surveille les fours. Quelqu'un va sans doute pouvoir m'indiquer la sortie. J'hésite. Puis je pousse le battant. Une bouffée de chaleur, un parfum de viande grillée, un mélange d'épices. « Excusez-moi, dis-je en posant un pied dans la cuisine au carrelage blanc. Je suis perdu. L'un d'entre vous pourrait-il me dire par où je peux sortir ?» Soudain, tous les bruits cessent. Les cuistots ont laissé leur geste en suspens. Les têtes pivotent vers moi. Machinalement, je cache mon sexe avec un sourire gêné. Mais ce qui semble les choquer n'est pas le fait que je suis nu. Ce qui les surprend, c'est simplement le fait que je suis là. Ils me regardent comme si j'étais une chiure de mouche sur un tableau de maître. Mais le plus surpris de tous, c'est moi. Car j'ai devant les yeux 6 clones du groom cannibale. Seule leur tenue les distingue du type que j'ai vu en arrivant et de celui qui a tenté de me dévorer. Tout le monde ici a donc la même tronche. « Pardon, dis-je. Je n'ai pas l'intention de vous déranger, je souhaiterais juste retrouver mon chemin. Vous pouvez m'aider ?» L'un d'entre eux incline la tête d'un air intrigué. D'une main, il tient un hachoir, et de l'autre, ce qui ressemble à un bras humain. Le regard glacé ne me lâche pas. Une enclume de silence pèse sur l'atmosphère tendue à l'extrême. Et tout à coup, avec la synchronisation d'une chorale, leurs bouches s'ouvrent simultanément. Bordel, c'est quoi ce plan ? Je fais volte-face, mais la porte à double battant refuse de s'ouvrir. Les clones se jettent sur moi. Je contourne un plan de travail et je me saisis d'une poêle à frire au passage. L'un d'entre eux m'agrippe le bras. Je lui assène un coup de poêle sur le coin de la gueule. Il me lâche. Dans un renfoncement entre 2 immenses fours, j'aperçois une issue. Je m'y précipite. Ça mène à une sorte de vestiaire. Un tablier pend à un porte-manteau. Je m'en empare en passant et me dirige vers une ouverture, obstruée par des lamelles en plastique. Dans mon dos, les cuistots vocifèrent. Je pousse le rideau et m'infiltre entre les lamelles. Une chambre froide. Sauf qu'étrangement, il n'y fait pas froid. Ce qui n'empêche pas de trembler. Une faible lumière crachote. J'avance. Les longs murs carrelés sont constellés de taches de sang. Un rail au plafond et une rigole à mes pieds courent jusqu'à une ouverture au bout de la pièce allongée. Mes poursuivants sont sur mes traces, dans le vestiaire. Je cours. Mes pieds clapotent sur le sang gluant et je glisse. Je tombe sur le coccyx. La douleur est aiguë. Je me relève péniblement. Je constate soulagé que les cuisiniers ont renoncé à me poursuivre. C'est étrange d'ailleurs. Le silence est revenu. Je noue le tablier autour de ma taille. Mais où est-ce que j'ai atterri, bordel ? Un palace, des salons de luxe, des catacombes, des cuisines, des chambres froides. À quoi peut bien rimer ce parcours incohérent ? À bien y regarder, l'endroit où je me tiens actuellement ressemble à une salle d'abattage. J'aimerais croire que je me suis endormi en écoutant le disque, et que tout ça n'est qu'un cauchemar. Mais j'ai plutôt la certitude que ce maudit 78 tours m'a fait basculer dans une autre dimension. Pourquoi, comment ? J'en ai aucune idée. Dans l'impossibilité de revenir sur mes pas, je quitte la pièce par un autre rideau de plastique et là, je m'arrête net. L'horreur me frappe au visage. 3 rangées de carcasses humaines pendues par les pieds à des crochets égouttent lentement. Il doit y en avoir une 30aine. Quel est cet enfer ? Là-bas, un homme en tablier vert tourné de profil aiguise un couteau démesuré. Une ouverture derrière lui semble mener vers un tunnel que je vais tenter d'atteindre sans attirer son attention. Je m'insinue entre les cadavres. Il faut absolument que je sorte de cet enfer. Je frôle les corps visqueux dont certaines parties sont manquantes.
Des lambeaux de chair pendouillent lamentablement des membres mutilés. Au milieu de cette foule renversée, un visage attire mon attention. Un peu plus loin, une femme, dont la chevelure ensanglantée traîne jusqu'au sol, remue les lèvres. Mon Dieu, elle est encore vivante. Je l'entends murmurer. Son corps écorché laisse apparaître les fibres de ses muscles. Elle se contorsionne pour me regarder. Je suis à mi-chemin, le tunnel n'est plus qu'à une dizaine de pas. Du coin de l'œil, je perçois un mouvement sur ma gauche. Le boucher s'est remis à l'œuvre. D'un geste précis, il découpe des rumsteaks dans les carcasses et les jette dans un bac en inox. Encore cette gueule, la même que les clones. Le psychopathe et le réceptionniste. Il se met à siffler. Ce maudit morceau. Je me hâte, essayant de ne pas déraper. Je n'ai d'autre choix que de pousser le corps de la femme pour passer. Souffle-t-elle. Je vois son cœur palpiter dans sa cage thoracique dépouillée. D'un seul coup, elle attrape mon poignet et se met à hurler. L'homme en tablier se penche à droite, à gauche, pour regarder entre les rangées de macabées. Sitôt qu'il m'aperçoit, il se rue dans ma direction, son couteau dressé. Je me dégage et déguerpis à toute allure vers le tunnel. Je bouscule les quartiers de viande comme s'il s'agissait de sacs de sable. Je renverse un chariot. Des entrailles se répandent sous mes pieds et je tombe à plat ventre. L'autre s'approche. J'entends le cuitement de ses bottes en caoutchouc dans mon ombre. Je rampe, puis me redresse. Je fonce dans la bouche du tunnel. Mon poursuivant stoppe net. Mais ses grognements continuent à résonner dans mon dos. Pourquoi n'ose-t-il pas me suivre ? Qu'est-ce qui peut bien l'avoir dissuadé d'entrer là ? Je n'arrête pas de courir. Devant moi, le boyau s'étire en une pente ascendante de plus en plus raide. Je n'en peux plus, je suis à bout de force. Mes nerfs à vif vont finir par lâcher. Je suis à deux doigts de craquer. Mon Dieu, faites que ça s'arrête. J'aperçois soudain une lueur droit devant. Je ralentis et m'avance prudemment. Non, ce n'est pas Dieu qui répond à ma prière, mais un homme en vêtements sales. Niché dans une alcôve faiblement illuminée, il se tient assis en tailleur, penché sur un réchaud à gaz, et touille le contenu d'une casserole. Il semble marmonner quelque chose dans sa barbe hirsute. Encore un fou. Bien qu'au moins 2 autres tunnels semblent repartir de la niche derrière lui, je décide de retourner sur mes pas. Pas question de recroiser un de ces malades. C'est alors qu'il lève son regard vers moi. Ses yeux s'écarquillent. Et les miens aussi. Papa ? La bouche ouverte comme un O, il reste muet. Je m'approche. Il saute sur ses jambes et ouvre ses bras en souriant, il me serre fort. Mes larmes montent dès que j'entends sa voix. Oh mon fiston, tu m'as retrouvé! Oh papa, si tu savais comment on s'est inquiété! Et maman va être si heureuse de te revoir! Il se recule, me tient par les épaules. Tu sais, j'ai essayé de sortir d'ici. C'est impossible. Oh mon fiston, t'aurais pas dû venir. La vérité, c'est que je m'attendais pas à arriver dans cet enfer. T'as écouté le disque, c'est ça? Ah, c'est donc bien cette foutue chanson qui est responsable de tout ça. Pas exactement la chanson, mais assieds-toi, je vais t'expliquer. De toute façon, ici, le temps n'a plus cours. Tu as faim? Il trempe sa cuillère. Je jette un coup d'œil à l'espèce de bouillon dans la casserole et j'aperçois un morceau de doigt, une phalange, remontant à la surface. Mon père l'amène à sa bouche et l'engloutit. Il prend une mine maussade. Y a rien d'autre à manger ici que de la viande humaine. Mais c'est quoi cet endroit? On est dans la tête de Staré. Et de qui tu parles? Tu as croisé des gens? Ah ouais, tout un tas de cinglés qui ont essayé de me buter. Eh ben c'est lui. T'as sûrement remarqué qu'ils avaient tous la même tête. Effectivement, j'y comprends rien. On a affaire aux diverses facettes de sa personnalité. On est dans son monde. Mais le monde de qui? Il s'appelle Fish Griffith, un physicien et aussi un zikos, amateur de blues. Il est né dans une famille bourgeoise au Texas. Au cours de ses voyages, il est tombé amoureux de la musique noire. Il était parti en Louisiane, au Mississippi, je sais plus exactement. Il croyait que repiquer les 3 accords du blues à Robert Johnson suffirait à faire de lui un bluesman. Mais en fait, c'était qu'un blanc-bec, issu de la caste des esclavagistes. Tu te rends compte? Même leur musique, ils voulaient se l'approprier. T'es sûr que t'as pas faim? Non, merci, mais je suis tellement heureux de te revoir en vie, pas. Oh, moi aussi, fiston. Même si ça me désespère de te voir là, coincé avec moi dans ce cloaque. Doit bien y avoir un moyen de sortir. Où mènent tous ces tunnels? Ah, l'esprit de Griffith est un vrai labyrinthe.
Et les chemins changent tout le temps en fonction des fluctuations de ses pensées. Il est partout à la fois et il sait où tu es à chaque instant. Bah alors on doit pas traîner ici. C'est le seul endroit sûr. On se trouve dans un trou de mémoire, tu vois. Ici, il a oublié notre présence. Mais si on s'aventure dans les zones actives, alors on est foutu. Comment c'est possible tout ça? Comme je te disais, c'était un physicien. Au milieu des années 30, il bossait sur la migration des molécules, la transformation de la matière, des trucs qui nous dépassent complètement, tu vois. Il est parvenu à créer un procédé qui permettait de transporter les matières organiques d'un plan matériel vers un plan immatériel. Et comment tu es au courant? C'était un musicien connu? Non, pas du tout. J'avais acheté le disque dans une foire au vinyle. Il faisait partie d'un lot. Je savais même pas ce qu'il contenait. Je le possédais déjà depuis des mois dans ma collection avant de l'écouter. Et quand j'atterris ici, je suis tombé sur un réceptionniste. Ah oui, c'est celui que j'ai vu aussi. Il est inoffensif, mais c'est bien le seul d'ailleurs. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû faire pour survivre ici. Il est partout, et ils sont partout. Bah, je sais même plus ce qu'il faut dire. Mais bref, j'ai croisé un paquet de fois le réceptionniste en sortant chercher de quoi manger. Il voudrait bien qu'on soit potes. Il répète tout le temps les paroles de cette chanson à la con, là. Tu ne seras plus jamais seul. Et du coup, il m'a raconté sa vie, c'est comme ça que je sais. Il termina le bouillon d'une traite avant de reprendre. Par contre, ce que j'ignore, c'est le plan exact de cet endroit. C'est immense. Je me suis perdu derrière toutes ces portes. Chacune d'entre elles ouvre sur un nouveau traquenard, une nouvelle horreur. Et en plus, elles se déplacent ou elles disparaissent. À ma connaissance, il n'existe aucune sortie. Et je comprends pas. Pourquoi ce type veut nous bouffer? C'était pas un savant? Bah, apparemment, être un savant, ça n'empêche pas d'être un cannibale. Le passé de ce mec est une abomination. De ses propres aveux, il aurait tué de son vivant une trentaine de personnes pour se nourrir de leur chair. Comme beaucoup de cinglés de ce genre, il pensait qu'avaler ses congénères, ça décuplait les forces et les facultés. Alors la police à l'époque tentait de l'identifier, la presse l'avait surnommé le loup-garou de Mornon Blue. On l'appelait aussi, je crois, le boucher du Mississippi, le cannibale, le dévoreur, et même la mâchoire d'acier. Alors, tu penses bien qu'à l'époque, les recherches ADN et autres techniques avancées, ça n'existait pas. Alors ça a mis du temps avant que les soupçons se portent sur lui. D'autant que c'était un scientifique respecté, et qu'il voyageait sans cesse. Petit à petit, j'assemble les infos dans ma tête pour me faire un tableau de ce qui a pu arriver. Je me trouve dans un univers parallèle, à l'image de son créateur. Un monde pervers où l'on survit en dévorant des cadavres. Le 78 tours est un portail, et l'écouter revient à refermer sur soi les grilles de cette infâme prison. J'interroge mon père. J'ai vu des gens pendus par les pieds. Ils n'étaient pas des clones de Griffith? Qui sont-ils? Comme toi et moi, des auditeurs imprudents de son foutu disque. Il est comme une plante carnivore, tu vois. Mais d'après le Griffith réceptionniste, il n'existe que 13 exemplaires disséminés aux 4 coins du monde. Alors de temps en temps, quelqu'un l'écoute et finit dans le garde-manger. Et j'aime autant te dire que des gens qui écoutent des 78 tours à notre époque, c'est plutôt rare. Alors Griffith, il a la dalle. Pourtant, le rayon boucherie m'a paru bien fourni quand j'y suis passé. Ouais, c'est sa réserve. Des gens qu'il a embarqués avec lui le jour de sa disparition. Quand les flics ont commencé à le soupçonner, ils l'ont interrogé et puis relâché faute de preuves. Mais il lui collait au basque. Alors sentant l'étau se resserrer autour de lui, Griffith s'est manié de finir l'élaboration de son procédé. En dépit de quelques tests concluants, ça fonctionnait pas. Et puis, il s'est souvenu de la légende de Robert Johnson, un bluesman qu'il admirait. On racontait que le musicien avait reçu son talent du diable à un croisement près de Clarksville. Un lieu où le diable apparaissait sous la forme d'un grand homme noir. J'avais d'ailleurs pondu un article sur la légende de Johnson pour la rédac. Et Griffith y croyait dur comme fer. Il s'est rendu en Arkansas au fameux carrefour. Et à lui aussi, le diable serait apparu. Ouais, j'imagine le topo. Le diable lui a indiqué comment rendre son procédé efficace en échange de son âme. Je t'avoue que j'en sais rien, mais c'est ce qu'il m'a raconté. Que le diable en personne lui aurait donné un coup de pouce. Qu'il lui aurait donné l'idée d'écrire et d'enregistrer une chanson. Puis ensuite de la presser sur un disque. D'ailleurs, c'est dans la configuration des sillons que réside le processus. Ça émet une sorte de vibration spécifique, tu vois. Une vibration qui transfère les cellules organiques d'un état à un autre état. Ah oui, en gros, c'est comme de la téléportation, quoi. C'est là-dessus qu'il planchait, apparemment. Comme dans le film La Mouche. Sauf que le lieu de destination se trouve hors de notre réalité, tu vois. En fait, il a carrément créé un monde. C'est pendant un congrès scientifique qui réunissait pas mal de visiteurs, des centaines, et la presse du monde entier qu'il a mis son plan à exécution. Il a quitté le monde des vivants en embarquant tout le monde avec lui, tu vois. Il restait que les fringues. La réserve de son rayon boucherie vient de là. Mais elle sera bientôt tarie. Je secoue la tête. Bah, voilà peut-être une solution. Pour Pour sortir d'ici.
Si on parvient à l'affamer jusqu'à ce qu'il crève, son monde s'écroulera. Tu sais, à mon avis, si ce monde disparaît, on sera englouti avec lui. C'est comme couper la branche sur laquelle on se tient. Ouais, t'as peut-être raison. En tout cas, on peut pas rester là à avaler de la viande humaine jusqu'à la fin de nos jours. Nous n'avons aucun repère temporel, que nos estomacs. Au bout d'un moment, je me résous à manger de ce bouillon que mon père prépare à intervalles réguliers. Papa, il faut qu'on sorte de ce trou de mémoire et qu'on cherche un moyen de se barrer. Mais t'as bien vu ce qui se passe au bout de ces tunnels. Est-ce que t'as seulement visité les étages? T'imagines pas la chance qu'on a d'être encore en vie. Ici, au moins, on est à l'abri. Et y a pas d'autre trou de mémoire où se réfugier? Juste histoire d'avancer un peu, de gagner du terrain vers une éventuelle issue. Mon père lâcha un soupir. J'ai vraiment aucune idée de ce qu'il faut faire. Toi, t'as la stratégie du militaire, mais moi, je suis juste un journaliste musical, tu vois. Ouais, mais t'as survécu pendant 1 an. 1 an? Ça fait déjà 1 an? Eh oui, 1 an que maman tourne aux antidépresseurs et qu'elle dort plus la nuit. 1 an que je te cherchais, essayant de comprendre ce qui t'était arrivé. Ah, c'est vraiment l'enfer. Putain, j'ai peur, mon fils. Moi aussi, mais on n'a pas le droit d'abandonner, pas. Il se pince les lèvres avant de souffler. Ok, fiston, je te fais confiance. Ah, c'est toi le spécialiste. Et je te suis. Tout à coup, l'alcôve où nous nous trouvons commence à se gondoler. Une lumière vive émane de la bouche du tunnel par lequel j'étais arrivé. Merde, il est en train de se souvenir, ce con. Je t'avais dit qu'on pouvait pas rester là, ad vitam aeternam. C'est signe qu'on doit bouger. J'attrape mon père par le bras et l'entraîne vers le boyau de droite. Dans notre sillon, les parois se désagrègent et un autre décor apparaît en transparence. Une pièce illuminée tente de nous avaler. Ça ressemble à une chambre d'hôtel dotée de vie, malléable et organique. Les meubles ont la texture et la couleur d'une chair à nu. La chambre s'étire comme les fibres d'un muscle, grignotant tout sur son passage. Nous courons vers le bout du tunnel pour échapper au magma corrosif qui veut nous exposer au grand jour. Nous rappeler aux bons souvenirs de Griffith. Mais le tunnel disparaît et cède la place à la chambre carnassière. Oh, je vous vois. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez plus jamais seul. Oh non. You'll never be alone again. Bordel! Ça y est, on est fichu. Peste mon père. Nous voilà enfermés entre 4 murs qui dégoulinent d'une tapisserie liquide, rouge et or. Elle finit par se figer, en même temps que le reste, comme de l'eau qui se transforme en glace. Les miroirs, le lit, les tables de chevet, la commode et les tapis se consolident sur les apparences qu'on leur connaît habituellement. D'un coup de menton, j'indique la porte à mon père. Allez, suis-moi! Bah, je sais pas si c'est... Le battant s'ouvre violemment. Bordel! Un fiche Griffith a surgi. Nu, maigre, le visage constellé d'éclaboussures de sang. Une bête féroce plus qu'un humain. Il s'avance. Vous ne serez plus jamais seul. Je m'interpose entre mon père et le monstre. Je hurle. Qu'est-ce que tu veux, saloperie? Tu veux nous bouffer, c'est ça, hein? Alors viens, je t'attends. Je vais te foutre un poids sur l'estomac, moi, fiche Griffith. Il paraît hésiter. Sa lèvre supérieure tressaille. Parfois dans les films, les monstres disparaissent dès qu'on arrête de les craindre. Mais pas là. Mon père tente une intervention. Allez, laissez-nous. Vous n'avez donc aucune humanité? Et là, l'homme bondit sur nous. Je parviens à l'esquiver, mais mon paternel n'a pas le même réflexe. Il tombe à la renverse, sous l'assaillant qui lui agrippe le cou. Les veines de ses tempes vont exploser. Je chope Griffith d'une clé de bras et le tire vers l'arrière. Il ne veut pas lâcher, il s'acharne. Et bientôt, je vois bleuir le visage de mon père. Avec la brutalité du désespoir, je décoche un coup de coude sur le crâne du psychopathe. Ses mains se décrispent et il tombe sur le flanc. J'aide mon père à se relever. J'ai bien cru qu'il allait m'avoir. Je le rassure. Bon, déjà c'est une bonne chose. Ils sont pas invincibles. On va rejoindre le hall de réception, dis-je en le soutenant. Je viens d'avoir une idée. Même si ça risque d'être long. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je pense que le seul moyen de sortir d'ici, c'est quand la faille s'ouvre. Quand quelqu'un écoute le disque. Ah oui, comme tu dis, oui, ça risque d'être long parce qu'il n'y a pas grand monde qui écoute cette merde. Ouais, mais ça vaut le coup de tenter. Je crois que c'est notre seul espoir. Quelqu'un, peut-être, à un moment, aura la curiosité de poser le 78 tours sur une platine. Les chances sont minimes, mais ouais, c'est possible. Dans le fond, je suis pas totalement convaincu de mes affirmations, mais si le processus peut fonctionner dans un sens, pourquoi pas dans l'autre? Nous quittons la chambre. Nous longeons le corridor, entre les appliques en fer forgé et les peintures ornant les murs. Arrivé à une patte doigt, mon père tend un doigt vers la droite. Je crois que c'est par là. Il y a un escalier au bout. Et l'accueil est en bas. Si ça n'a pas changé depuis. Je retrouve le hall par lequel je suis arrivé. Le groom dépoussière son comptoir à l'aide d'un plumeau. Il se met à sourire dès qu'il nous aperçoit. Oh, comme je suis heureux de vous revoir. Ces messieurs passent-ils une agréable éternité parmi nous? Je suis tellement heureux. Essaie de l'ignorer. Avec un peu de chance, il va nous oublier puis disparaître.
Mon père et moi allons nous installer sur une banquette de velours rouge. C'est là que nous attendrons, le temps qu'il faudra. Tout comme moi, mon père est anxieux. Son regard court du sol au plafond, des escaliers au balcon. Le réceptionniste s'est soudainement volatilisé. Je suis pas tranquille. C'est un peu trop calme. N'empêche que t'avais raison. Le groupe nous a oubliés et il est disparu. Ouais, ou alors il est parti prévenir les autres. Il est inoffensif, mais c'est un vrai sournois. Et tu sais à combien de fiches Griffith on pourrait avoir affaire si ça tourne mal? J'en ai rencontré au moins une trentaine, en errant dans ce maudit palace. Mais c'est probable qu'il y en ait plus. J'ai remarqué qu'ils se cantonnaient dans leurs pièces respectives, comme s'ils pouvaient pas en sortir. Effectivement. Bah, on est dans son cerveau, donc chaque clone de Griffith est affecté à une fonction, tu vois. Cloisonné dans une espèce de noyau de neurones. Le danger vient surtout des électrons libres qui se baladent de manière aléatoire. Ils sont partout, un peu comme des petits soldats. Soudain, un bruit retentit. La porte de l'ascenseur face au comptoir coulisse. Personne n'en sort. Je bondis et tourne sur moi-même en jetant des regards paniqués. Des portes invisibles commencent à claquer depuis les étages et celle de l'ascenseur s'ouvre et se referme frénétiquement. Quelque chose s'est réveillé. Restez avec moi. Restez avec moi. Restez avec moi. Je parle de Restez. Mon père se lève à son tour. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. On doit trouver un trou de mémoire où se réfugier. Ah bah c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu vois, je t'avais dit que c'était impossible de sortir d'ici. On est foutus. Sous nos pieds, la moquette se gondole et les luminaires se mettent à crachoter dans une hystérie stroboscopique. Où aller? Se jeter dans la gueule du loup en courant au hasard? Une multitude de fiches Griffith apparaît au balcon. D'autres surgissent du palier circulaire, au pas de course vers l'escalier principal. Et c'est à ce moment, à l'endroit où aurait dû se trouver la sortie, qu'une immense faille s'ouvre. Le sol tremble, une brume noire et opaque s'écarte pour laisser entrevoir l'autre côté. Notre cher monde, notre réalité. Aussi pénibles peuvent-ils être parfois. Une vague d'émotion me submerge à la perspective d'y retourner. Allez, il faut pas qu'on traîne. La chanson fait à peine 1 minute 30. Déjà, une armée de fiches Griffith a dévalé les marches et s'apprête à nous assaillir. Mon père et moi fonçons vers la brèche, mais nous nous arrêtons simultanément sur le seuil, percutés par la même vision. De l'autre côté du miroir déformant, ma mère, installée dans le fauteuil à côté de la platine, en mode lecture. Son image s'approche et s'éloigne dans un mouvement de balancier qui s'intensifie à chaque aller-retour. Elle semble dormir. Mon père s'époumonne. Oh, Lucie! Lucie, réveille-toi! Lucie! Évidemment, elle n'entend pas. La chanson touche à sa fin. Je crie « Allez, on y va !» Je m'élance dans la faille qui crépite, juste au moment où des mains ensanglantées m'attrapent par les épaules. Ils sont toute une foule à se jeter sur nous. Je parviens à me dégager. Ma dernière chance. Je plonge au cœur de la vapeur noire. Mais mon père s'est effondré sous la masse de ses assaillants. Trop tard. Et je ne peux plus revenir en arrière. Je suis happé par un courant qui m'entraîne dans un tourbillon désordonné et qui m'oblige à battre des bras pour garder ma trajectoire. Passant comme un éclair, ma mère s'élève dans l'autre sens. Je tente de crier, mais ma voix se perd dans la masse molle. Mon corps et mon esprit se liquéfient et c'est le noir total. Ma tête cogne. Je suis en sueur sur la moquette de l'atelier de mon père. Oh bordel! Oh, j'ai réussi à sortir de cet enfer. Il me faut quelques secondes pour remettre mes idées en place et réaliser que mes parents sont à présent de l'autre côté. Griffith ne fera qu'une bouchée de ma pauvre mère. Et mon père est sans doute déjà mort, sous la dent du physicien anthropophage. Espèce d'enfoiré! J'allais jeter un coup de pied dans la maudite platine, mais une idée soudaine me fait retenir mon geste. Mais oui! Ça peut peut-être marcher. Je place la tête de lecture à la fin de l'enregistrement et j'entreprends de faire tourner le plateau à l'envers.
Le brouillard épais émane des pores de la réalité et la faille s'ouvre une nouvelle fois. Les murs ondulent, la maison vibre. Une lumière vive transperce mes rétines qui se mettent à couler. Je serre les paupières et mon bras accélère la cadence. J'ai presque remonté les sillons du disque jusqu'au début. Les corps de mes parents heurtent la moquette. J'arrive en bout de course. L'infernale musique s'arrête. J'ai réussi. Ma mère secoue la tête, elle balbutie. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 fois rien, papa et moi on t'expliquera. Je hoche le menton dans la direction de mon père. Incrédule, ma mère pose les yeux sur le corps couché à côté d'elle. J'espère ne pas m'être réjoui trop vite. Il semble intact, mais ne bouge pas. Maman se précipite sur lui, le redresse, le prend dans ses bras. Oh mon Gilou, tu es revenu? Mais papa reste inerte. Attends. Je m'accroupis et pose mon oreille sur sa poitrine. J'esquisse un sourire en annonçant « Son cœur bat, il est vivant ». Au bout de quelques minutes, mon père reprend ses esprits. Personne ne saurait ressentir l'euphorie confuse qui m'empoigne à cet instant. Il nous avait tant manqué, et je suis parvenu à le sauver. J'ai une pensée fugace pour les éventuels survivants, probablement recrachés par la faille à d'autres points du monde où ils avaient disparu. Mais je doute qu'il y en ait beaucoup, peut-être même pas du tout. Et dire qu'il aurait suffi que quelqu'un passe le 78 tours à l'envers pour sauver les centaines de victimes dissoutes lors du congrès scientifique en 1938. Et qu'en est-il de Fish Griffith? A-t-il été recraché lui aussi? Ou a-t-il implosé avec son monde? Pour le moment, j'avoue que je m'en fous. Ce qui compte, c'est d'avoir sauvé mes parents et d'avoir survécu. Oh papa, si tu savais comment il était inquiet. Plus d'inquiétude, je ne partirai plus. Vous ne serez plus jamais seul. Oh non, plus jamais seul. You never be alone again. Never be alone